9. Le mystère du jasmin jaune. C'était bien joli de répéter comme Poirot que nous ne cessions d'acquérir des renseignements et de mieux comprendre la mentalité de nos adversaires. Mais j'éprouvais personnellement le besoin de remporter des victoires plus tangibles. Depuis que nous étions engagés dans notre duel contre les quatre, ils avaient commis 2 meurtres, kidnappé Hallyday, et avaient été à 2 doigts de nous tuer, Poirot et moi. De notre côté, nous n'avions même pas marqué un point. Poirot prenait mes récriminations à la légère. Pour le moment, Hastings, il rit, c'est vrai. Mais comme dit le proverbe, il rira bien qui rira le dernier. Vous verrez qui rira le dernier, mon bon ami. Rappelez-vous en outre que nous n'affrontons pas un criminel ordinaire, mais la deuxième intelligence du monde. Je m'abstins de flatter sa vanité en lui posant la question qu'il attendait. J'en connaissais la réponse, ou plus exactement, je savais quelle serait sa réponse. J'essayais donc plutôt, sans succès, de le faire parler des dispositions qu'il prenait pour débusquer l'ennemi. Comme d'habitude, il ne m'avait pas tenu au courant de ses démarches, mais je croyais savoir qu'il était en contact avec des agents des services secrets indiens, chinois et russes, et je devinais, d'après les louanges dithyrambiques qu'il s'adressait à l'occasion, qu'il progressait au moins dans son jeu favori qui considérait à jauger la mentalité de l'ennemi. Il avait presque totalement abandonné ses enquêtes privées, et je sais qu'il refusa à cette époque des honoraires particulièrement alléchants. Il lui arrivait bien parfois d'enquêter sur des affaires qui l'intriguaient, mais il s'en désintéressait dès qu'il avait acquis la conviction qu'elles n'avaient aucun rapport avec les activités des 4 grands. Notre ami l'inspecteur Japp était le grand bénéficiaire de cette façon d'agir. En effet, ne se vit-il pas attribuer de nombreux lauriers pour avoir résolu des problèmes où son succès devait tout, en réalité aux indications que condescendait à lui fournir Poirot. En échange de ses services, Japp renseignait en détail le petit Belge sur toute affaire susceptible de l'intéresser. Ainsi, lorsqu'il fut chargé de ce que les journaux appelèrent le mystère du jasmin jaune, il télégraphia à Poirot pour lui proposer de venir se rendre compte sur place. Ce fut en réponse à ce télégramme que, environ un mois après mon aventure chez Hyber Island, nous quittâmes Londres, son brouillard et sa poussière, pour prendre un train à destination de Market Handford, petite bourgade du Worcestershire. Nous étions seuls dans notre compartiment. « Quelle est exactement votre opinion sur cette affaire, Hastings ?» demanda Poirot en se carrant dans son coin. Je ne répondis pas tout de suite, je ne voulais pas trop m'avancer. « Elle paraît bien compliquée, dis-je sans me compromettre, n'est-ce pas ?» répondit Poirot, ravi. « Si j'en juge d'après notre départ précipité, il est clair que pour vous, la mort de M. Painter n'est ni un suicide ni un accident, mais bel et bien un meurtre. Non, non, vous me comprenez mal, Hastings. Même si on admet que M. Painter est mort des suites d'un accident particulièrement affreux, il reste certains points mystérieux à éclaircir. C'est bien ce que je disais, l'affaire est très compliquée. Reprenons les faits principaux avec calme et méthode. Récapitulez-moi l'histoire de façon claire et logique, Hastings. » J'attaquai mon récit avec le plus de clarté et de logique possible. Commençons par M. Painter. C'est un homme de 55 ans, riche, cultivé, une sorte de globe-trotter. Ces 12 dernières années, il a passé peu de temps en Angleterre, mais un beau jour, fatigué de voyager sans arrêt, il achète une petite propriété dans le Worcestershire, près de Market Handford, dans le but de se fixer. Son premier geste est d'écrire à l'unique parent qui lui reste, Gerald Painter, le fils de son plus jeune frère, pour lui suggérer de venir habiter avec lui à Croftslands, c'est le nom de la propriété. Jeune artiste sans le sou, Gérard Painter s'empresse d'accepter. Il vit avec son oncle depuis 7 mois lorsque survient la tragédie. « Votre style narratif est remarquable, » intervint Poirot. « En vous écoutant, je me disais, ce n'est pas mon ami Hastings qui parle, c'est un livre. » Sans relever cette interruption, je poursuivis, emporté par mon récit. M. Painter avait un personnel important à Croftsland, 6 domestiques en plus de son valet de chambre chinois, Ah Ling. « Son valet de chambre chinois Ah Ling, » répéta Poirot dans un murmure. Mardi dernier, après le dîner, M. Painter se déclare souffrant et envoie l'un des domestiques chercher le médecin. M. Painter, qui a refusé de se coucher, reçoit le dit toubib dans son cabinet de travail.
Sur le moment, on n'a pas su ce que les deux hommes s'étaient dit, mais avant de partir, le docteur Quentin convoque la gouvernante pour lui dire qu'il a fait une piqûre à monsieur Painter car celui-ci a le cœur très faible. Il demande instamment qu'on ne dérange pas le malade, puis il commence à poser des questions un peu bizarres à propos des domestiques. Depuis combien de temps il travaille pour monsieur Painter, qui les a recommandés, etc. La gouvernante répond de son mieux, un peu étonnée quand même par cet interrogatoire. Et c'est le lendemain matin qu'a lieu l'horrible découverte. En descendant, l'une des femmes de chambre sent une écœurante odeur de chair brûlée qui semble provenir du cabinet de travail de son maître. Elle essaye d'entrer, mais la porte est fermée à clé de l'intérieur. Gérard Painter et le Chinois, accourus à la rescousse, ont au fait d'enfoncer la porte. Et là, un spectacle épouvantable les attend. Monsieur Painter, affalé sur le radiateur à gaz, le visage carbonisé au point d'en être méconnaissable. Bien entendu, sur le moment, on ne soupçonne pas qu'il puisse s'agir d'autre chose que d'un effroyable accident. Si quelqu'un est à blâmer, c'est le docteur Quentin qui a administré un narcotique à son patient et l'a laissé dans une situation si dangereuse. Là-dessus intervient une découverte assez curieuse. On trouve par terre un journal qui a glissé des genoux de monsieur Painter et on constate que des mots ont été griffonnés à l'encre sur la dernière page d'une main tremblante. Il y a un pupitre près du fauteuil dans lequel monsieur Painter était assis et l'index de la main droite de la victime est taché d'encre jusqu'à la deuxième phalange. De toute évidence, monsieur Painter, trop faible pour tenir un stylo, a trempé son doigt dans l'encrier pour gribouiller deux mots en travers du journal qu'il tenait. Mais le plus étonnant, ce sont ces mots eux-mêmes. Jasmin jaune, rien de plus. Les murs de Croftsland sont tapissés de jasmin jaune et c'est à cela, sans doute, que le pauvre agonisant, manifestement en plein délire, aura voulu faire allusion. Mais les journaux, toujours avides d'insolites, montrent ce détail en épingle et baptisent l'affaire le mystère du jasmin jaune, alors que, selon toute vraisemblance, ces mots n'ont aucune importance. Aucune importance, dites-vous ? Releva Poirot, ma foi, si vous l'affirmez, c'est sans doute exact. Je le considérais d'un œil soupçonneux, mais ne pus déceler aucune lueur de moquerie dans son regard. Je poursuivis. Et nous en arrivons maintenant aux surprises de l'enquête. C'est là où vous léchez les babines, je le sens. Dès le début, le docteur Quentin est victime d'un préjugé défavorable. D'abord, ce n'est pas le médecin habituel de monsieur Painter. Il remplace le docteur Bolito, qui a pris un mois de vacances bien mérité. D'autre part, les gens ont l'impression que sa négligence est la cause directe de l'accident. Mais il fait une déposition que l'on peut sans risque qualifier de sensationnelle. Apparemment, la santé de monsieur Painter n'avait cessé de se détériorer depuis son arrivée à Croftsland et il était soigné depuis quelque temps par le docteur Bolito. Quand le docteur Quentin a pris le relais de son collègue, il a été dérouté par certains symptômes que présentait son patient. Il ne l'avait examiné qu'une seule fois avant ce fameux mardi soir où on l'avait fait venir d'urgence après le dîner. Ce soir-là, dès qu'il s'était retrouvé seul avec monsieur Painter, celui-ci lui avait raconté une histoire surprenante. Tout d'abord, il avait déclaré qu'il ne se sentait pas du tout malade, mais que le goût du curry de volaille qu'on lui avait servi au dîner lui avait semblé bizarre. Il avait donc éloigné Aling quelques minutes, sous un prétexte quelconque, pour transvaser le contenu de son assiette dans un bol. Et ce bol, il l'avait remis au médecin en lui donnant pour consigne de le faire analyser. Bien que M. Painter lui eût affirmé ne pas être souffrant, le médecin l'avait senti très affecté par l'incident, et son cœur s'en ressentait. Il lui avait donc injecté, non pas un calmant, mais de la strychnine, comme on le fait en pareil cas. Voilà, je crois vous avoir tout dit, sauf le point crucial de l'affaire. L'analyse a révélé que le curry de volaille contenait suffisamment d'opium en poudre pour tuer 2 personnes. Je me tue. Et vos conclusions, Hastings demanda tranquillement Poirot. Difficile à dire, c'est peut-être un accident, auquel cas le fait qu'on ait tenté d'empoisonner M. Painter ce même soir serait une simple coïncidence. Mais vous ne le pensez pas, vous préférez croire au meurtre ? Pas vous ? Mon bon ami, nous ne raisonnons pas de la même façon, vous et moi. Je n'essaye pas de choisir entre 2 solutions opposées, meurtre ou accident. Cela viendra quand nous aurons résolu l'autre problème, le mystère du jasmin jaune. Au fait, vous avez oublié un détail sur ce point. Vous voulez parler des 2 traits à angle droit qu'on distingue faiblement sous les mots. Je ne pensais pas qu'ils puissent avoir le moindre rapport avec le reste.
Ce que vous pensez est toujours très important pour vous, Hastings, mais passons du mystère du jasmin jaune au mystère du curry de volaille. Oui, qui a mis le poison dedans? Pourquoi? On peut se poser 100 questions. C'est Aling qui l'a préparé, mais pourquoi aurait-il voulu tuer son maître? Est-il membre d'un tong ou d'une secte quelconque? On voit ce genre de choses dans les journaux. Peut-être existe-t-il un tong du jasmin jaune, et puis il y a aussi Gerald Painter. Je marquai une pause significative. Oui, murmura Poirot, il y a Gérard Painter, comme vous le soulignez. C'est l'héritier de son oncle, mais il a dîné dehors ce soir-là. Il a peut-être eu l'occasion d'empoisonner certains ingrédients du curry de volaille, et naturellement il s'est arrangé pour ne pas être là, afin de ne pas avoir à manger de ce plat. J'eus l'impression que mon raisonnement impressionnait Poirot. Il me regarda avec une attention respectueuse qu'il ne m'avait pas accordée jusque-là. Il rentre tard, continuai-je, suivant le fil de mon hypothèse. Il voit de la lumière dans le cabinet de travail de son oncle, il entre, et constatant que son plan a échoué, pousse son oncle sur le radiateur à gaz. M. Painter était un homme de 55 ans, plein de vigueur, Hastings. Il ne se serait pas laissé brûler à mort sans se débattre. Cette reconstitution ne tient pas debout. « Parfait, Poirot, m'exclamai-je. Nous sommes près de la solution, semble-t-il. Écoutons donc votre théorie. » Poirot me lança un sourire, bomba le torse et expliqua d'un air pompeux. S'il s'agit d'un meurtre, une question s'impose. Pourquoi choisir cette méthode si particulière? Je ne vois qu'une seule explication, brouiller la piste sur l'identité de la victime, puisque le visage carbonisé est impossible à identifier. Quoi? Vous pensez donc que... Un peu de patience, Hastings. J'allais vous dire que j'examine cette théorie. Y a-t-il des raisons de croire que le cadavre n'est pas celui de Mr. Painter? Se peut-il que ce soit le corps de quelqu'un d'autre? J'étudie ces deux questions et finalement je réponds que non. Ah, fis-je désappointé. Alors, les yeux de Poirot pétillèrent. Alors je me dis, puisqu'il y a là quelque chose que je ne comprends pas, il me faut mener ma petite enquête. Je ne dois pas me laisser absorber complètement par les quatre grands. Ah, nous arrivons en gare. Ma brosse à habits, où se cache-t-elle? Ah, la voici. Voulez-vous me brosser, mon bon ami? Je vous rendrai le même service. Après un silence, Poirot poursuivit d'un air pensif tout en rangeant la brosse dans sa valise. Oui, on ne doit pas être obsédé par une idée fixe. Ce danger m'a guetté. Figurez-vous qu'il me guette encore, mon bon ami, même dans la présente affaire. Ces deux traits dont vous parliez, un trait vertical et un autre à angle droit, que peuvent-ils représenter sinon l'esquisse d'un 4? Quelle idée, Poirot, m'écriai-je en riant. Absurde, pas vrai? Je vois la main des quatre grands partout. Il est bon que j'exerce mon intelligence sur un problème totalement différent. Tiens, voici Japp qui vient à notre rencontre.